j'ai fini le second cycle. Dans ce cursus-là, à la fois dans le premier cycle et le second cycle, il y avait pas mal de prises de responsabilité dans les clubs, notamment l'UNESCO, avec justement les options de journal du collège, des classes. Et puis, bref, il y avait déjà cette activité-là. On se retrouvait déjà à présenter des événements à gauche et à droite. Donc, il y avait ça, cette petite fibre. Et même sur le plan familial, parce que je me rappelle, peut-être parce que j'allais un peu trop vite à l'école, c'était une chance. Autour de 16 ans et demi, comme ça, j'avais déjà mon bac. Et j'ai l'impression que parents, tantes et autres me donnaient parfois quelques responsabilités en fonction de mon évolution en classe plus que de mon âge. Donc ça m'a fait vieillir un peu trop vite. Et ça m'a donné aussi parfois beaucoup de possibilités de prendre la parole devant les autres, d'expliquer aux autres ce qui se passait malgré mon jeune âge. Et je pense qu'il y avait déjà cette fibre-là qui, de manière inéluctable, m'a conduit dans ce métier. Mais de façon professionnelle, tu viens de dire que ça fait 15 ans aujourd'hui. Oui. 15 ans aujourd'hui, ça a commencé à Yaoundé? Oui, j'ai un parcours un peu atypique. Oui. C'est vrai que c'était un peu informel dans ces années-là. Mais je vais d'abord vous dire que, avant de revenir à cette passion, j'ai dû suivre d'abord une fibre parce que je suis quand même nanti d'un diplôme d'ingénieur avec des certifications Microsoft, Cisco, NetWare, Contia. Donc j'en avais fait comme ça. 3, 4 ans, oui, Yaoundé. Je commençais déjà à surfer à l'époque avec Scientou, Magique, dans cet environnement-là. À l'époque, à Scientou, voilà. Est-ce qu'on peut avoir le nom de quelques personnes avec lesquelles... Je me souviens par exemple que mon amitié aujourd'hui, qui date de longue date et qui est très solide, c'est d'ailleurs comme un frère pour moi avec Bouba. Bouba Ngomna. Ce que beaucoup de gens n'ont souvent pas su. C'est un cru qu'on s'est rencontrés justement pendant qu'on avait des responsabilités communes à Canal 2. Et pourtant, on s'y connaissait déjà pendant cette période-là. C'est vrai que c'était des prestations qui n'étaient pas contractuelles, mais qui étaient déjà dans la dynamique. Des petites périodes de stage, des prestations. Et tu es parti de LTS pour Magic FM? Non. J'ai par contre arrêté. J'ai par contre arrêté. Après l'expérience à Scientou. Je pense même que dans cet environnement-là, j'ai par contre arrêté, je me suis totalement coupé du monde de la communication. What explains that, Christian? Ce qu'il faut savoir, et même si on ne le dit pas assez, vous savez, parfois dans cet environnement qui côtoie aussi quelquefois le showbiz et autres, si vous n'êtes pas sérieusement encadré, ça peut tourner aussi mal. Ça peut générer des frustrations ou tout simplement ça peut entraîner des voies que vous ne souhaitez pas. Et dans la famille, on avait beaucoup d'espoir en ce que je continue de manière propre. Par exemple, mes parents auraient souhaité que je sois médecin. J'ai grandi, mon papa adoptif médecin, mon papa biologique médecin. Tous deux aujourd'hui de regretter, mais moi, vous comprenez que tout tournait dans la famille autour de ça. Et puis quand on va vite à l'école, on croit qu'à une certaine époque, toutes les familles ne souhaitaient que voir les enfants devenir médecins. Bon, il y a eu un certain nombre de choses qui se sont passées, des études à l'extérieur qui finalement ne se sont pas déroulées comme ça. Mais heureusement, j'étais jeune. Et quand j'ai arrêté ça, c'était justement pour sortir de cet environnement qui pouvait être vu par quelques-uns comme un environnement de déroute, et pour rentrer dans un cursus qui m'a finalement fait obtenir mon diplôme d'ingénieur en informatique. Donc c'était totalement pour... Tu exerces toujours comme ingénieur? Est-ce que si on a les problèmes, non, c'est fini? On ne vous enlève pas cette fibre. Peut-être qu'on ne peut plus être actif, mais en tant que consultant, il y a la veille. Et puis quand on devient journaliste, on est pratiquement au fait de tout ce qui se passe dans tous les domaines. Christian, quand tu mets un arrêt dans tes débuts à RTS, tu nous as expliqué ce qui s'est passé. Après, à quel moment tu reviens? Alors, bon, dès que j'ai eu mon cursus, un petit séjour à Libreville, je suis revenu, une petite période à Est-ce qu'à Libreville, par hasard, tu t'es pas frotté? C'est vrai qu'il y avait des informations, il y avait cet amour. RTG, les autres? Non, totalement, mais il y avait cet amour pour l'information. Et j'ai même développé des petites activités où je plaçais parfois des gars, où moi-même, je venais, pendant que je faisais des petits cours, je venais superviser, où je faisais abondamment vendre des journaux. Je mettais des kiosques à journaux, simplement parce que... Ça, c'est à Libreville? Non, je dis ici, ça dit que voilà. Il y avait cette fibre d'information. Ça dit que je passais pas un jour sans lire. J'étais abonné à Jeune Afrique économique, par exemple.
Jeune Afrique, oui, Jeune Afrique. Je me rappelle à l'époque, on avait Global Football. Mais je manquais vraiment pas de lire les quotidiens. Il n'y en avait pas beaucoup avant. En Cameroun Tribune, Mutation est rentrée dans la danse quelques temps après. Et donc, c'était un peu comme une passion. Et donc, cette fibre-là restait. Même en exerçant dans toutes les activités que j'avais en tant qu'ingénieur, j'étais toujours décalé au regard de ce que je faisais vers les volets communication. Et maintenant, ma question, voilà. Et tu es revenu au Cameroun après ces brefs séjours à l'extérieur, et à quel moment tu te dis, ok, il faut que je me concentre maintenant dans le métier? Je ne l'ai pas cherché. Au bout de 1 an, 2 ans, en revenant, je me rappelle, dans mon engagement spirituel, et ça, il faut le dire, le père Edmond Zana, à l'époque, il était directeur des programmes de Radio Veritas. Et donc, dans des concertations comme ça, là et autres, il voit tous ses enfants, et notamment en paix spirituelle. Lui, il me dit, ok, mon fils, toi, tu es ingénieur, mais je vais t'amener là où tu dois être. Je lui avais jamais dit que j'avais un passé radiophonique dans les médias. Mais pour lui, il jurait par tout ce qu'il avait qu'il fallait que je revienne à la radio parce qu'il estimait que c'était ça ma vocation. Ok. Et c'est le père Edmond Diana qui m'a ramené. Il va bien? Le père Edmond Diana va bien. C'est vrai qu'on n'a pas tellement de ses nouvelles ces temps-ci. Il est prêtre retraité. C'est quand même la vieille école spiritain et tout de suite. Donc c'est lui qui m'a ramené à Radio Veritas. Bien que j'ai commencé à faire des petites piges pour l'effort et d'autres. Voilà, c'était ça la question. Pour comprendre si tu as fait aussi la presse écrite. Parce que tu nous parles des Radio Veritas. On sait qu'il y a Macacos. Oui, effectivement. C'est lui. Et puis, entre les petites piges que je faisais en anonymat et pour d'autres petits organes comme ça, là, c'est lui qui m'a véritablement poussé à revenir dans le métier. Et donc, dans l'archidiocèse, j'ai commencé à prendre des espaces parce que lorsque je rentrais nanti de mon diplôme d'ingénieur, ce que j'ai fait, sentant cette fibre-là et puis les premiers contacts, c'est que j'ai quand même fait une formation de journaliste-reporter dimanche. Ok. À Yaoundé. Oui, justement. Je l'ai fait parce que j'estimais que j'avais un avantage technologique qui me permettait de comprendre. À l'époque, ce n'était pas évident. C'est-à-dire que l'ordinateur, les petits montages et autres, je l'ai fait. Et je crois que ça m'a beaucoup servi lorsque j'ai eu le contact avec l'audiovisuel. Vraiment, je ne m'y attendais pas. Et quand j'ai fait ça, en prenant des tranches de programme à Radio Veritas et en continuant les piges par presse écrite, j'ai commencé à développer des conceptions personnelles. En ce moment-là, en faisant cette petite formation, je me disais, écoute, il est peut-être important de voir comment donner une dimension un peu plus académique à ce que je faisais. C'était une expérience que je n'avais pas programmée comme ça. Le cardinal nous a offert ici à Douala une école de théologie pour les laïcs. Le cardinal Christian Toumi. Voilà. Et cette école de théologie pour les laïcs, où finalement j'ai fait un cursus de licence professionnelle, de licence canonique, comme on l'appelle là-bas, c'était quand même 5-7 ans, ouvert, m'a fait revenir sur beaucoup de fondamentaux sociologiques, anthropologiques, philosophiques, qui aujourd'hui, quand je fais un retour, puisqu'on fait un petit bilan, je me rends compte que c'est des ingrédients qui m'ont donné la main par rapport au métier qu'on exerce, qui est centré sur l'humain. Et donc, pendant ces années-là, entre 2010 et 2011, finalement, j'ai fait un Master 2 à Lille en journalisme et management de médias. Ces années m'ont permis véritablement davantage d'asseoir ce que je peux considérer comme étant la vocation à quelque chose d'académique. Donc, et puis, ça m'a permis d'avoir un autre regard sur le métier, indépendamment de ce qu'on fait au quotidien. Tu es syndicaliste aussi? L'expression, elle est bonne. Mais vous savez, dans notre environnement, et c'est dommage, lorsqu'on parle de syndicaliste, on vous voit comme un guerrier qui est prêt à détruire l'employeur. Non. Mais est-ce que ça te pose un problème si on t'appelle syndicaliste? Mais justement parce que c'est une connotation qu'il faut nettoyer de la conscience collective. Je suis membre du syndicat et normalement je suis syndicaliste. Mais pas dans le sens péjoratif. Parce qu'en réalité, les gens aujourd'hui chez nous, quand on t'appelle syndicaliste, on s'imagine simplement ceux qui ont des bâtons pour mettre fin à la vie de... C'est qui est syndicaliste?
Mais un syndicaliste, avant tout, c'est quelqu'un qui se bat pour la sauvegarde de l'intérêt de l'employeur et du travail. Le travail, ça veut dire la boîte, l'entreprise et l'intérêt du travailleur. Vous ne pouvez pas vous battre pour qu'une entreprise soit bien gérée, qu'elle survive aux difficultés, et vous vous battez contre le patron. Si vous le faites dans les intérêts du patron. Aujourd'hui, c'est quoi le problème? Alors, le problème, justement, c'est que les gens ont, comme dans beaucoup de sujets dans notre pays maintenant, une vision manichéenne où on estime que d'un côté, il y a des gens qui sont totalement bons et d'autres, il y en a qui sont totalement mauvais. Et dans cette dynamique, on a l'impression parfois que être syndicaliste, c'est celui qui peut avoir toute relation sauf une relation cordiale avec le patron. Est-ce que tu as eu des difficultés parce que tu es membre de la SNJC? Écoutez, même si on ne vous dit pas. Non. Est-ce que Christian a eu un problème? Non, moi personnellement, oui. je n'en ai pas eu. Je n'en ai pas eu. Oui. Ça fait quand même... Tu as quand même souvenance de certains amis qui ont eu des problèmes parce qu'ils sont syndicalistes comme toi? Il y en a. C'est vrai que je peux peut-être pas les citer ici, mais il y a parfois des collègues qui, dans des postures qu'ils ont prises, ont dû s'expliquer. Ou ont dû... vous savez, il y a des pressions qui ne sont peut-être pas déclarées, mais que vous vivez. Et vous sentez que cela peut émaner d'une position ou d'une autre. Oui, il y en a qui ont eu ça. Personnellement, individuellement, je n'en ai pas eu. Je ne sais pas si c'est parce que j'essaye, moi, dans mon quotidien, de mettre toujours beaucoup de tempérance dans les prises de position, que ça ne m'est pas arrivé. Je ne sais pas. Mais en tout cas, je n'ai pas eu. Mais après 10 années. Ça veut dire quoi? Tu mets beaucoup de tempérance dans ta prise de position. Ça veut dire quoi? Tu recherches le juste milieu. À chaque fois qu'il y a un problème, se pose. Rechercher le juste milieu avec une envie d'objectivité. Et là, est-ce que ça veut dire concrètement que Christian ne peut pas défendre un journaliste qui est en difficulté, de peur d'avoir un problème avec un patron? C'est quoi défendre un journaliste? Non, je vais dire, on parle de cas du travail. Mais est-ce que défendre un journaliste veut dire mettre le feu partout? Mais c'est pas ça, défendre un journaliste. Qui a parlé du feu? Mais pourquoi vous estimez qu'on ne peut pas défendre un journaliste? J'ai posé une question, Christian. Est-ce que, oui, là, le juste milieu... Mais le juste milieu, parce que dès que vous avez des personnes en conflit... Principe basique. Oui. Dès que vous avez des personnes en conflit, deux personnes en conflit, chacune de ces personnes va certainement mettre un peu d'eau dans son vin. C'est ça qu'on appelle le juste milieu. Si vous vous retrouvez dans une situation où un patron ne voit pas les choses comme ça se doit, alors, vous savez qu'il y a le cadre légal, oui. Il y a le cadre conventionnel, et ensuite il y a ce qu'on appelle la gestion des relations au-delà de ce qui est prévu légalement. Et c'est en cela qu'on trouve souvent des consensus. On ne peut pas accepter qu'en voulant défendre un journaliste, on le ramène à ce qui est inhumain, à supporter. C'est pour ça que je dis qu'il faut trouver le juste milieu avec de l'objectivité, en tenant compte de ce qui est légalement prévu. Ça ne veut pas dire qu'on va, parce qu'on cherche l'objectivité, accepter qu'un journaliste soit malmené. Non, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de faire en sorte que les intérêts minimums soient respectés. Voilà. Parce que si vous le faites, vous apportez l'argumentaire pour que celui qui est mis à mal sorte quand même de cette situation où il est mis à mal. J'ai reçu dans cette émission de cadre de votre syndicat, oui. Le secrétaire général. Oui, Mathieu Nathanaël Ndjo. Exactement, oui. Et un cadre au ministère de la Communication nous avait envoyé un message pour nous dire que votre syndicat est fait des gens subversifs, des rebelles, des opposants et autres. Non, écoutez, je ne vais pas citer son nom. C'est un haut cadre. Vous savez, c'est bien dommage de le dire. Heureusement qu'on n'avait pas cité son nom. Mais vous savez, dans notre pays, on a parfois beaucoup de diplômés présentés que d'intellectuels. Un intellectuel, lorsqu'il parle d'un syndicat comme le SNJC, qui actuellement, qu'on le veuille ou pas, de toutes les, on va dire, les regroupements professionnels du métier au Cameroun, est celui qui compte le plus grand nombre d'adhérents. Est-ce que ces adhérents militent comme il le faut? C'est une autre question. Est-ce que ces adhérents ont des tendances ou des velléités politiques qui ne plaisent pas à ce technicien du ministère qui vous a appelé? C'est un autre débat. Encore qu'ils en ont le droit. Il n'a pas appelé, il a envoyé un message. Non, je veux dire, qui a envoyé un message. Encore que, ça n'est pas parce qu'on est journaliste, qu'on est syndicaliste, qu'on ne peut pas avoir des positions politiques. Mais ce que je veux dire, c'est que il ne faut pas que quelques-uns pensent que le pays
doit avoir la coloration qui est la leur. On doit, dans un pays, accepter les différences d'opinion. Dans la démocratie, on doit s'accepter. On doit s'accepter. Oui, accepter la différence. Et donc, dire du syndicat qu'il est truffé de subversif, en tout cas, moi, je n'en suis pas un. Oui. Et de ma posture de conseiller du président de la section du littoral qui regroupe le plus grand nombre et du président du bureau exécutif national, Denis Kwebo, en tant que conseiller, je ne suis pas un subversif. Chacun assume ses positions, mais quand il faut parler de la défense de l'intérêt du journaliste, on en parle et moi je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut en parler en éduquant aussi les journalistes. Un journaliste éduqué est un journaliste qui entraîne moins de problèmes compliqués au syndicat parce qu'il connaît ses devoirs et ses droits et il sait quelle démarche faire pour entrer dans ses droits sans forcément faire du bruit. Revendiquer ses droits ne veut pas dire aller sur les réseaux sociaux, dire du n'importe quoi sur le patronat, ainsi de suite. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. La méthode, et j'ai même envie de dire, il faut avoir le discours sur la méthode comme argument. Jusqu'à présent, de façon concrète, qu'est-ce que vous avez fait au niveau du littoral? Des actions que vous avez menées? Mais écoutez, je ne parle pas de moi. Oui. Non, je parle de l'activité syndicale. Oui. Vous êtes peut-être au courant que quelques camarades ont subi un certain nombre de désagréments avec les forces de sécurité ces jours-ci. Je parle que des marches du 22. Le syndicat s'est déployé. Oui. Quelques-uns ont été libérés au lendemain, d'autres après 3-4 jours. Je ne prends que ces cas-là. Il y en a d'autres. Le syndicat, chaque fois qu'il est informé, je ne vais pas vous citer le célèbre cas de Mimi Défaut, même si les polémiques autour de la question sont d'un autre genre, mais vous avez vu la mobilisation syndicale. Parce qu'il ne s'agissait pas d'une personne, il s'agissait du rapport de force qui existe entre notre corporation et les institutions. Pas parce que nous sommes là pour mettre à mal les institutions, mais parce que les institutions savent que nous avons un rôle essentiel à jouer. Et c'est pour ça que je fais partie de ceux qui plaident pour l'éducation et la formation des journalistes. Un journaliste peut être journaliste et avoir ses opinions, n'est-ce pas? Comme ça se passe ailleurs. Il y a des journalistes du droit, de gauche. En France, on parle de Libération, qui est pratiquement un journal de gauche. Il y en arrive. Il y a Figaro, qui est un journal de droite. Si vous allez aux États-Unis, on parle de CNN, qui est un média de gauche. Fox News, média de droite. Est-ce que un journaliste peut être militant d'un parti politique? Écoutez, rien n'interdit à un journaliste d'être militant. Aucune loi. Aucune loi. Mais il faut savoir avoir la casquette au moment où vous intervenez, où vous vous prononcez comme militant. C'est en cela qu'on dit qu'il faut savoir assumer ses positions. Comment faire la dispensation? Parce que si vous êtes sur un plateau, par exemple, vous donnez des avis en tant que militant, quand vous allez dans votre travail d'éditorialiste, c'est clair. Oui, il y aura un problème, non? C'est clair qu'il est très souvent difficile. Oui. Et ce n'est pas seulement pour le journaliste de dissocier une image publique, n'est-ce pas, oui, d'un certain nombre d'engagements. Ce qu'on demande aux journalistes, c'est de ne pas tenter d'influencer, s'ils ne l'assument pas publiquement, la perception de l'autre. Est-ce que c'est vrai que dans votre syndicat, 80% sont les militants de RDPC? D'où vous sortez une information? Je pose une question. En tout cas, je ne suis pas au courant de ce type de détails. Au contraire, au contraire. Vous venez de le dire tout à l'heure. Non, mais j'ai parlé d'un cadre. Vous venez de dire qu'un cadre. Un cadre de l'administration accuse des journalistes pour la majorité dans le Est-ce que ce cadre est militant? Est-ce que je t'ai dit que c'était un militant de RDPC? Ils sont subversifs contre quoi? Non, est-ce que je t'ai... Bon, d'accord. Au Cameroun, on parle... Au Cameroun, ici, on parle de l'État. D'accord. L'État est différent de RDPC, non? D'accord. On peut être militant de RDPC, mais on n'est pas d'accord avec les positions de l'État ou la façon de gérer la cité. Je vous le concède. Clétus, vous et moi, nous sommes dans les mécanismes d'information de ce pays. Et vous savez que à 80%, quand l'opposition parle de l'appareil gouvernant, il parle du parti État. Ça n'est pas légalement reconnu, mais vous savez que ça rentre dans... Donc au Cameroun, on a un parti État. Non. Je dis que vous savez que dans le langage usuel, dans les prises de position de l'opposition, à 80%, ils accusent l'appareil gouvernant de se comporter en appareil de parti-État parce que la majorité des gouvernants sont issus du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Ce n'est pas vous qui le dites, ce n'est pas moi qui le dis,
mais c'est ce que vous et moi nous constatons lorsque nous analysons la sphère et les débats politiques de notre pays. Alors c'est pour ça que je dis, si vous avez un cadre de l'administration qui se plaint de la subversion, mais de contre qui on est subversif? Vous allez donc voir. L'État. Alors, on est subversif contre l'État. Actuellement, l'appareil administratif, disent-ils, pour la majorité. Est-ce que Christian est en train de parler pour l'opposition ou parler pour son syndicat en tant que journaliste? Parce que finalement, je ne comprends pas. Non, je n'accuse personne. Vous posez une question. Je pose une question, je n'accuse personne. Vous dites, oui. Plusieurs personnes disent que du syndicat, oui. Majoritairement, y compris même le président de ce syndicat. Je vous ramène donc à la précédente question qui vous a fait dire qu'un quart de l'administration, comme certains de ses collègues, estiment que la majorité des syndicalistes sont subversifs. Finalement, est-ce que selon toi... Finalement, nous sommes donc subversifs contre le RDPC qui est au pouvoir. Bien dit l'État. Mais si Christian pense que le RDPC c'est un parti État, est-ce que tu penses comme ça? Je viens de vous répéter que le RDPC c'est un parti État. Légalement, vous n'allez avoir ça nulle part. Mais vous savez, et sans langue de bois, que l'opposition accuse le parti au pouvoir de se comporter en parti État. Et vous? Et donc, quand vous entendez... Dans votre syndicat, vous accusez... Non. Oui, mais je vous ai d'ailleurs répondu... Pourquoi m'envoyer à l'opposition alors que je te pose la question à toi? Je vous ai répondu, vous me posez cette question, je vous dis, mais écoutez, il y a une contradiction. Oui. Parce qu'il y a quelques minutes, on vient de nous dire que le syndicat est majoritairement subversif, et puis à côté, on nous dit que le syndicat est majoritairement du RDPC. Moi, en tout cas, je ne suis pas du RDPC, je n'appartiens à aucune chapelle politique. Et maintenant, je dis... les journalistes... Non, j'ai voulu, Christian, une minute, j'ai voulu juste qu'on discute le fait qu'un haut cadre a envoyé ces messages. Oui. Oui, ça ne veut pas dire que c'est représentatif forcément de l'image que beaucoup de gens ont du journaliste ou de votre syndicat. Mais seulement, il n'est pas forcément militant du RDPC. Donc, il faut dissocier les deux questions. Mais l'opposition peut vous accuser comme mais la question l'État peut vous accuser aussi. Contre qui les journalistes ou le syndicat seraient-ils subversifs? Contre l'État. Contre l'État. Oui. Alors, vous savez qu'aujourd'hui, il est bien difficile dans notre pays d'imaginer qu'on peut parler d'un certain nombre d'institutions de la République sans évoquer aussi le rôle essentiel que joue le gouvernement. Et vous savez que le gouvernement, majoritairement, est issu du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Et donc, vous ne pouvez pas imaginer une subversion contre les institutions étatiques et le gouvernement sans imaginer en partie la subversion contre le parti au pouvoir qui a l'appareil gouvernemental. Donc, on a bien compris. Le RDPC, c'est un parti État selon Christian. C'est vous qui le dites. Selon selon Christian. Mais les conditions, ou la condition du journaliste au Cameroun aujourd'hui? Oui, c'est vrai que ce n'est pas très gai à parler. Mais il faut être fier d'être journaliste, nonobstant les difficultés. D'ailleurs, je vous le dis, c'est peut-être une petite excuse. On va se tutoyer, c'est ce qu'on a dit au début. Voilà, je le dis, mon cher Clétus. D'ailleurs, moi, j'ai très souvent refusé de me produire dans ce type d'exercice où on est un peu centré sur soi-même. C'est vrai que c'est dans une position différente quand on a l'habitude de recevoir des autres. Mais vraiment, pour le frangin que tu es et pour tout ce qu'on peut vivre ensemble dans ce milieu, je l'ai accepté. Personnellement, moi, quand j'ai accepté de revenir et comme plan de carrière de terminer en tant que journaliste, c'était surtout par passion. En tant que théologien aussi, on a coutume de dire que les voies et les sentiers qu'on dresse avec un minimum d'intégrité sont souvent départis de l'opulence. Et la passion du journaliste, parfois l'entraîne ou l'oblige à avoir un certain nombre de frustrations. Je mets ça entre guillemets. Et lorsque vous regardez l'activité... Pourquoi tu mets ces frustrations entre guillemets? C'est pas majeur, c'est pas très important. Non, je le mets pourquoi? Parce que je ne voudrais pas rendre exclusif les responsabilités de ces frustrations aux événements externes aux journalistes. Je mets entre guillemets parce qu'il y a aussi la responsabilité des journalistes. Voilà. Et je disais, je le dis comme ça parce que je travaille sur un ouvrage que j'espère le premier trimestre de l'année être disponible, où je m'interroge dans la titrale. Journaliste au Cameroun, programmé pour mendier. Je fais un petit clin d'œil comme ça à Jean Bruno, que j'aime bien parce qu'il y a quelques années, quand il parlait des lions indomptables programmés pour échouer, d'ailleurs dans un entretien, je rigolais avec lui.
Et je me suis retrouvé quelques années après à m'interroger profondément sur cette autre problématique de la pratique de notre métier. On peut dire à l'époque, il avait raison. Parce que non, lui parlait déjà des lions et notables. Oui, et voilà. on a vu ce qui s'est passé après. Voilà, j'ai transposé, après un vécu en tant que responsable, après un vécu en me disant, il y a quand même un problème. C'est quoi le problème? Je ne serais justement pas en train d'inventer la Lune en le disant. Je ne veux pas que tu entres enter into the intricacies of your book, mais c'est quoi le problème? Mais le problème est de divers ordres. Oui. D'abord, l'organisation du secteur. C'est vrai que l'État a péché sur la régularisation du secteur, le filtrage en amont. Et le Conseil national de la communication, non? Et la tolérance administrative. Vous et moi, nous voyons bien ce qui arrive très souvent aux sorties du Conseil national de la communication. Une institution pour laquelle, en tant que syndicaliste, en tout cas le syndicat a pris une position en estimant que la représentativité, ou tout au moins le poids du Conseil national de la communication ou sa structuration ne s'est pas faite selon les attentes, avec beaucoup plus d'emprise des professionnels. Ce n'est pas pour dénier le statut de professionnel à ceux qui y sont, mais le syndicat recuse la propension ou alors la relation un peu trop incestueuse qui existerait entre certains membres du Conseil national et l'appareil gouvernant qui brandit beaucoup plus au Conseil comme une épée de Damoclès sur les journalistes. Et donc, il y a peut-être l'encadrement, le cadre légal qui a laissé beaucoup de tolérance et n'a peut-être pas mis un certain nombre de garde-fous pour offrir à la pratique. Mais il n'y a pas que ça. C'est pour ça que je mettais entre guillemets. On va voir l'action du patronat. Oui, il y a beaucoup de choses à dire sur les comportements des patrons dans leur relation avec le personnel et l'environnement. Mais dès que j'ai fini de le dire, il y a la responsabilité des journalistes aussi, qui malheureusement se rendent complices à bien d'égards de ce qui leur arrive. Parlons un peu de ces responsabilités. Oui, vas-y. Dès que j'ai fini de parler des journalistes, je parle du regard de la société. Non, je veux que tu mets un accent sur les journalistes, c'est des acteurs majeurs. Alors, je peux pas m'étendre simplement sur la responsabilité des journalistes. Sans... Quelles sont certaines attitudes qui... non, il y a des relations incestueuses. C'est-à-dire avec les politiques? Non, que ce soit avec les politiques, n'est-ce pas? Que ce soit avec le patronat. Oui, parce que certains dessinent leur carrière sur le malheur des confrères. Et ensuite, il y a sur la capacité de mobilisation. Je vous ai dit tout à l'heure, vous parlez du syndicat. Donc on a les journalistes communs. L'expression peut être utilisée, mais ce n'est peut-être pas ça qui fait le plus grand mal. Au-delà d'être commun, si ça existe, il y a des comportements qui, tu viens de parler de la complicité entre certains journalistes qui veulent bâtir leur carrière sur le malheur de leurs confrères. Alors, ça peut être des commérages, comme ça peut être simplement des pots de banane. Parce qu'on peut placer une peau de banane sans aller raconter. C'est-à-dire qu'on se plaît sans intérêt même particulier à organiser une chute de votre part. Ça arrive dans les milieux. On nous dira que c'est dans tous les milieux. Mais je voulais dire que c'est des choses qui se ressentent dans le métier, qui peuvent donner une certaine responsabilité. Je dis une certaine responsabilité. Mais en amont, il faut regarder le rôle de l'État, le comportement des patrons, qui se comportent dans la majorité de cas, quelques-uns, comme des bourreaux simplement pour les employés, et qui donnent l'occasion aux patrons de le faire. Je disais tout à l'heure certains journalistes donnent l'occasion aux patrons de les maltraiter. Je disais tout à l'heure que la relation avec le patron ne doit pas être une relation conflictuelle. Il ne s'agit pas de se placer dans les espaces publics, dans les réseaux sociaux, de raconter des choses, ainsi de suite. Non. Il s'agit de l'image du patron. C'est pas ça qu'il s'agit. Il s'agit d'avoir une relation, certes respectueuse, mais une démarche qui démontre au patron que vous-même, vous êtes quelqu'un qu'on prend avec un certain nombre d'égards. C'est vrai qu'il y en a parmi les patrons qui vraiment n'ont rien à cirer avec ça. Hein. Quand ils ont envie de faire quelque chose, vous ne comptez que pour du beurre. Ça, c'est clair. Mais moi, j'insistais aussi sur le regard de la société. Certains ont l'habitude de dire que les peuples ont les dirigeants qu'ils méritent. Mais parfois, quand je vois comment la société se plaint de l'activité des journalistes, de la presse, ainsi de suite, mais je dis, cette société-là n'a que la presse qu'elle mérite. En tout cas dans son volet négatif. Parce qu'il y a des journalistes, il y a une certaine presse qui s'efforce à faire son travail dans le respect des canons et avec dignité. Il y en a, et beaucoup même dans ce pays. Mais sauf qu'on dit que la tâche négative parfois fait plus de bruit
que celle qui est positive. Et c'est dans ce contexte qu'on se retrouve, avec bien évidemment des influences politiques et autres. Et donc la société a sa responsabilité. Parce que ces journalistes et autres, ils sont fabriqués dans nos domiciles. Ils sont fabriqués dans nos établissements. Et ils sont le produit de ce que la société a conçu et qui est venu retrouver ce métier. Et c'est pour ça que je dis que le regard de la société ou l'action de la société est importante. L'éducation que vous avez donnée à votre enfant, elle peut être contrariée quand il sera au contact du public, mais elle ne sera jamais totalement éradiquée si vous lui avez ancré des solides bases. Parce qu'à un moment donné, quand il va vouloir chavirer, cette base-là va le retenir. Mais regardez comment ça se passe. Aujourd'hui, dès que vous avez une cravate et une veste, et que vous pensez que vous pouvez avoir une belle plume, vous écrivez. Si en plus il y a un politique véreux qui est votre ami, le temps que vous pouvez écrire pour lui, ben il va vous faire des choses. On en voit quelques-uns. Mais je veux dire que ces cas exceptionnels, qui sont parfois pas très importants, étouffent la qualité de la production des acteurs de la presse. Et c'est ça qui est dommage. C'est pour ça que je dis qu'il faut aller à la société, retrouver les bases de ceux qui sont formés, et puis voir comment est-ce que cela se passe dans l'environnement. La corporation a du mal à se mobiliser. Est-ce qu'il faut les états généraux de la presse? On en a eu dans ce pays. Il faut encore? Commençons déjà même à appliquer, même 15-20 ans après ce qui a été dit. On peut faire un update. On peut faire convention collective. Mais cette convention, elle est là. Elle est là. J'en parlais encore avec quelques confrères qui me demandaient les textes de la convention, mais j'ai dit, mais écoutez, vous voulez défendre des causes. Et vous n'avez même pas la matière pour défendre cette cause. On a un code de travail qui est applicable. On a une convention collective. Elle n'est pas bonne, cette convention, mais elle existe quand même. Mais on ne s'appuie pas sur ces éléments-là. Et quand on veut faire chorus, on veut faire corps, c'est à l'intérieur que vous allez trouver encore un certain nombre de personnes qui vont créer des zizanies. Et certains pensent que parler des bonnes conditions d'exercice du métier et de la protection même des entreprises, parce que c'est aussi ça le rôle du syndicalisme. Protéger les entreprises de presse, parce que si vous clés tous, vous avez investi dans la presse. Les employés que nous sommes, si cet investissement n'existe pas, il n'y a pas de travail. Et si cet investissement n'est pas préservé, il n'y a pas de patron. Donc en fait, nous sommes dans un même bateau, avec des propriétaires et des employés, et chacun doit apporter son édifice pour que le bateau résiste. C'est pour ça que je dis parfois, quand certaines plateformes prennent des décisions de manière unanime, ils oublient qu'en concertant un certain nombre d'acteurs dans l'entreprise, on aurait pu trouver des solutions consensuelles qui permettent d'éviter le chaos. Et pareil pour un certain nombre d'employés qui pensent que la seule action ou la seule relation qu'on peut avoir avec le patron, c'est de vilipender le patron. Ça n'est pas bon et ça n'est profitable à personne. Et vous travaillez déjà pour régler la crise qui existe entre vous et la commission Tchunke? Je ne sais pas s'il faut, je sais pas s'il faut appeler ça crise. Oui, parce que vous ne reconnaissez pas, vous donnez vos propres cadres de presse aux journalistes. Je pense il y a une commission de cadres de presse. Je pense plutôt qu'il faut considérer ça comme une différence d'approche. Une différence d'approche. Comment régler donc ce problème? Ça date quand même de... Oui, j'allais le dire, une différence d'approche. Le syndicat, par exemple, je ne parle pas là au nom du syndicat, bien que j'en sois membre et que je sois conseiller. C'est ton avis. Voilà, mais je pense qu'il y a une différence d'approche dans la gestion de la corporation. On parlait tout à l'heure du Conseil national de la communication, cette différence d'approche-là. Sur la forme, le fond n'est pas contesté. La nécessité d'avoir un organe de régulation n'est pas contesté. D'ailleurs, le syndicat a mis sur pied, il y a peu, un organe de régulation interne qui est en train de prendre corps et qui bientôt va faire les premières sorties où la justice des pairs est interpellée. Donc, la justice par les pairs avec un certain nombre de dénonciations, un certain nombre de prises de position pour permettre au syndicat, à cet organe, c'est vrai, institué par le syndicat, mais voulu indépendant, n'est-ce pas, de présenter aussi des positions qui ne laissent pas croire que les journalistes se croient tout permis. Non. Il faut déjà qu'au niveau des pairs, qu'on ait la possibilité nous-mêmes de corriger, de dénoncer et de mettre qui doit donner la carte de presse aux journalistes? Alors, vous voyez bien comment ça se passe dans d'autres pays aussi. Il y a, on va te répondre, on retoquer qu'on a nos spécificités. Mais justement, il n'est pas question... Le Cameroun, c'est le Cameroun. Oui, il n'est pas question de s'imaginer que
on va faire un copie-coller de ce qui se fait ailleurs sans tenir compte du contexte. Donc, il s'agit bien de contextualiser et peut-être même de créer un certain nombre de choses. Mais le problème sur la forme et l'approche se pose, autant dans le conseil que dans la question de la carte de presse. Simplement, la forme semble n'avoir pas obtenu un consensus avec les acteurs. Et c'est peut-être ça qui fait problème. Le consensus sur la structure, les éléments de la structure, avant l'objet de la structure. L'objet de la structure ne fait pas problème, mais c'est la constitution de la structure qui semble faire problème. C'est pour ça que j'ai préféré parler d'une différence d'approche. Est-ce que tu as déjà eu des problèmes avec l'administration, avec tes patrons, par rapport à un éditorial? C'est vrai que c'est difficile dans le contexte camerounais de s'imaginer qu'on... Mais je vais vous surprendre. Avec mes patrons, beaucoup avaient même quelque peu parfois pensé que c'était risqué, comme on se dit qu'on n'a pas... Mais vraiment, je n'ai pas encore eu d'interpellation personnellement sur la défense d'un certain sujet qu'il ne faut pas évoquer, ou de la part de mes patrons, quelques manifestations de colère par rapport à un sujet évoqué. Au pire des cas même, je vais vous dire que parfois j'ai évoqué des sujets hautement sensibles. Mais simplement, je pense que si on en est arrivé à ce statut-là, c'est peut-être parce que, comme je vous ai dit, je refuse cette vision manichéenne de notre pays qui voudrait que quand on parle d'un sujet, il y en a qui doivent être obligatoirement considérés comme mauvais. Même le plus mauvais de vos enfants a quelque chose de bon. Et il m'est souvent plus difficile de chercher ce que toutes les parties ont au moins de bon. Et je me fais ce devoir-là. Quand je vais aborder un sujet, je cherche les aspects qui sont positifs dans toutes les parties avant de chercher les aspects négatifs. Et lorsque vous vous comportez ainsi, chacun se reconnaît et humblement reconnaît les torts qui lui sont reprochés. Mais par contre, j'ai quand même une petite anecdote que je vais vous raconter. Oui. Une fois, j'ai évoqué un sujet, et je pense même que ce n'était pas un sujet central, mais c'était je crois que le Premier ministre faisait une visite et puis il y a des personnes qui ont eu un comportement assez... L'actuel Premier ministre, un comportement assez difficile dans l'entourage sécuritaire. Je crois que j'avais martelé suffisamment l'obligation que nous avons, lorsque nous avons des parcelles de pouvoir, d'humaniser nos actions. Et je crois que ce terme-là avait fait beaucoup de mal à ceux qui se sont sentis concernés. Parce que je me rappelle, je me rappelle que, pas forcément les patrons, un certain nombre de personnes m'ont appelé, se sentaient mal, estimaient qu'il y avait des cabales, mais à la vérité, il n'y avait rien. Et je pense que c'est le fait d'avoir eu d'autres personnes aussi qui en parlaient avec encouragement, qui m'a permis de comprendre que c'était beaucoup plus des frustrations personnelles. Peut-être c'était un refus de reconnaître qu'il y avait lieu justement d'humaniser une action, même quand on est investi d'un pouvoir de sécuriser un Premier ministre, on doit humaniser son action et non violenter un certain nombre d'acteurs qu'on estime... Est-ce que Christian a déjà eu des attaques venant de certains parti politique dû au fait que... Parce qu'il faut dire que tu organises aussi des émissions de débat et tu invites des personnes. Est-ce que c'est déjà arrivé qu'on t'accuse de soutenir tel ou tel parti pas accusé de soutenir, mais parfois... donner un temps de parole important. Voilà, parfois demander un peu plus de présence d'un certain nombre d'acteurs. Vous voyez. Et moi, j'ai souvent fait cette remarque. On le voit même, vous savez, l'opposition n'est pas un seul parti dans notre pays. Et très souvent, je m'amuse à regarder, nous-mêmes, ça nous arrive à regarder nos plateaux de télévision. Vous avez un communicant du parti au pouvoir et puis vous avez 3 autres qui viennent de différents partis de l'opposition. Parfois, ça donne un gros déséquilibre. Mais comme c'est différents partis, vous allez voir un représentant communicant du parti au pouvoir, 3 autres qui, tu as l'impression que c'est juste des intermittences des différents intervenants. Donc, dans le contexte actuel de notre vie politique, il est parfois très compliqué de respecter les équilibres. Si on s'en tient justement aux postures en fonction des thématiques qu'on évoque.
il est parfois difficile de respecter les équilibres parce que d'une manière ou d'une autre, vous vous retrouvez toujours en train d'avoir un bord qui semble avoir plus de représentation. Mais il n'est pas temps de régler ce secteur-là parce qu'on voit un pléthore de partis politiques qui existent uniquement à la veille des élections. Ben écoutez, vous allez changer la loi. Sur le terrain, je vais juste te dire, ben, ailleurs, si tu es mieux placé, je pose juste la question. Alors, comment le faire? Les activités des formations politiques qui nous disent, quelques-unes aussi disent souvent que, ben, puisque nous faisons partie des petits partis, on ne nous suit pas dans nos activités. Même si c'est un joli prétexte pour quelques-uns. Et lorsque vous arrivez dans une période électorale comme celle-là, c'est vrai que les médias à capitaux publics ont des tranches d'antenne, parfois l'obligation de respecter un certain nombre d'équilibres, en fonction de ce que les textes en la matière prévoient. Mais les opérateurs privés ne sont pas astreints, si ce n'est que l'éthique et la morale qui nous exigent, nous, de pouvoir faire ces équilibres. On n'est forcément pas obligé de le faire. Mais sauf que quand vous arrivez en période électorale, quelqu'un qui a des candidats et dont les dossiers ont été acceptés par l'organe en charge des élections et qui est en conformité avec la loi, comment vous faites pour l'exclure parce qu'il n'est que présent pendant l'élection, alors que le débat est ouvert à tous ceux qui sont portés candidats? Vous voyez, ça fait autant de situations compliquées qu'il faut pourtant gérer dans l'organisation de ces débats. C'est pour ça que je n'aime pas souvent être à la place de mes confrères qui se retrouvent au devant de la scène pendant ces moments. Nous-mêmes, nous vivons ces instants-là et à chaque fois, il est donc devenu difficile de faire ces équilibres. On essaie tant qu'on peut, il y aura toujours des plaintes, mais on se rapproche au maximum de ce qui peut être acceptable. Voilà. Christian, est-ce qu'au Cameroun, bon, quelle est la différence que tu fais des partis d'opposition et des partis de proposition? Tu as quand même entendu parler de ça. Alors, vous savez, on entend des choses dans notre pays. Parfois, on nous a dit qu'il y a des partis de proposition et partis d'opposition. Parfois, on leur donne un écho qu'on ne devrait pas. C'est quoi un parti de proposition? J'ai envie de le retrouver dans le contexte politique. C'est quoi un parti de proposition? Vous êtes au pouvoir, vous faites partie de l'alliance au pouvoir, ou vous êtes de l'opposition. Si ce n'est peut-être nous ramener aux formules que quelques-uns utilisent pour dire qu'on a des partis, comment je veux dire, bon, je ne voulais pas utiliser cette expression, mais je veux dire des partis qui sont conçus, présents simplement pour l'intérêt économique, leur intérêt économique. Je pense... Comme ça existe dans notre métier, journaliste de Hilton et Rue Memo. Vraiment, c'est encore des qualificatifs tristes que je préfère ne pas utiliser dans le contexte de ce que je considère comme étant le plus beau métier du monde, notre métier. Ça n'est pas parce qu'il y a des tares, ça n'est pas parce qu'il y a des brebis galeuses qu'on va refuser. Et moi, je dis souvent, j'aime bien le dire, soit aux jeunes confrères, soit à ceux avec qui je discute, même les aînés, que je considère plus que nous sommes un quatrième pouvoir comme quelques-uns. Moi, je pense simplement que nous sommes un contre-pouvoir quand nous savons utiliser le pouvoir qui est le nôtre, simplement. Est-ce qu'il y a l'opposition au Cameroun? Alors maintenant, je crois qu'il y a de l'opposition au Cameroun. La preuve, vous voyez que la politique rythme nos vies entre ceux qui contestent et ceux qui sont pour. Il y a peut-être des positions... Est-ce que certains ne sont pas là pour distraire le peuple? En toute sincérité, je pense. Parmi ceux qui clament, c'est mon opinion, parmi ceux qui clament de manière verte souvent leur position ou leur envie de défendre le peuple, je pense qu'il y en a beaucoup qui distraient ce peuple, qui l'éloignent de la réflexion profonde. Tu es quelqu'un d'honnête? Non, je le dis en toute sincérité. Tu es quelqu'un d'honnête. Est-ce qu'on peut avoir quelques exemples, quelques noms de partis politiques qui distraient? Je ne vais pas venir sur une chaîne très suivie comme la vôtre, mon cher Clétus. Je ne vais pas venir, mon cher Clétus, me mettre à distribuer des bons points en citant... non, ce n'est pas notre rôle. Mais en toute sincérité, je préfère qu'on attaque les problèmes que les personnes. Parce qu'en attaquant les problèmes, on trouve les solutions profondes. Quelles sont certaines actions que certains partis politiques mènent qui te poussent à dire donc qu'ils sont là pour distraire le peuple? Vous savez, ce que je pense dans ce domaine-là, c'est simplement les stratégies qu'on voit qui sont déployées. Elles sont multiformes. Oui. Quoi, par exemple, les stratégies sont nombreuses. Je ne citerai pas parce que ça peut donner des indications. Mais ce que je déplore,
c'est l'éducation à la base des populations. Parce que c'est la clé pour moi. Éduquer les populations et vous leur donner l'arme pour prendre leur destin en main. Et je pense que beaucoup de formations politiques ont échoué dans l'éducation des populations, à la fois sur la question politique et sur les priorités. Que penses-tu de la démarche du MSC, du professeur Maurice Kamto, ils sont en train d'organiser les marches dites pacifiques et les marches aussi pour faire partir le président Paul Biya? Vous savez, les manifestations publiques, je crois qu'elles sont un droit constitutionnellement inscrit et cela relève aussi des expressions dans l'espace démocratique. Donc ça peut faire partie d'une stratégie du MRC. On ne va pas refuser à un parti de construire sa stratégie sur tel ou tel autre aspect. Maintenant, les résultats ou l'adhésion, c'est un autre débat. Tout ce que je peux dire, c'est que lorsqu'on a fini de le dire, il faut aussi se dire qu'on a en face un État avec ses règles, ses lois. Et malheureusement, ou heureusement, en fonction du bord par lequel on prend le verre, soit il est plein, soit il est à moitié vide, malheureusement, la loi semble faire des frustrés. Mais elle reste la loi. Et les latins le disent, lex sur la lex et lex, c'est-à-dire que la loi, elle est peut-être mauvaise, mais en l'état actuel, elle est là. Et comment faire donc pour réussir à mettre sur un même panier les revendications peut-être légitimes et le respect du cadre légal? C'est le défi auquel nous sommes confrontés. Christian, on va te permettre de souffler un peu. Oui. Et tu as choisi une chanson. Oui. Elvis Kemayo, pourquoi? Oui, Elvis Kemayo, Cameroun, berceau de nos ancêtres. Justement parce qu'Elvis Kemayo, vous voyez, c'est une chanson qui date d'à peu près 40 ans, les années 80. Elvis Kemayo, d'abord sur le plan culturel, notre pays a mal à beaucoup de prestations culturelles et de reconnaissance. C'est vrai qu'il y a une jeune génération qui essaie un peu de faire le business culturel. Mais quand on se voit l'époque des figures comme Elvis Kemayo, il y en avait d'autres. Les Toto Guillaume, les Guy Robert de regretter mémoire, certains sont vivants, les Ben Deka que j'aime particulièrement. Il y en a comme ça qui ont donné un sens à la culture, à la musique et à ce nom. Et aujourd'hui, quand vous écoutez cette musique d'Elvis Kemayo, vous vous rendez compte que c'est non seulement un tube, c'est un titre culte, c'est un tube, et il va rester dans l'existence de ce pays comme une musique qui ne vieillira pas et qui interpelle tout Camerounais et à tout moment de son existence. Et au moment où notre pays traverse un certain nombre de situations comme celle-ci, je pense que ce type de musique, comme celle du jeune Van Nistelrooy aussi. Regardons. On va regarder le clip de Elvis Kemayo sur le choix de Christian Ndobo. Elvis Kemayo, le choix de Christian Ndobo. Christian, tu passes en boîte? Oui, mais écoutez, ça arrive. Et puis, vous ne pouvez pas être dans un environnement de show. C'est vrai que de moins en moins ces temps-ci, parce que c'est vrai que quand on commence à avoir un certain nombre de... Tu partais quand même en boîte? Oui, je présentais des événements en boîte. Ok. Quand même, je vous ai parlé un peu de mon show et quand j'étais business. au collège Vogue et tout de suite, je présentais à l'époque Kilimanjaro, la Sanza, Royal, machin, ainsi de suite. Donc, Yaoundé, bon. Bon, on va prendre un message. Hein, on va prendre le message. Il y en a qui, au début, quoi, il y a eu un problème avec le numéro de téléphone. Il y a un téléspectateur qui nous a envoyé un message pour dire qu'il y avait un problème sur le numéro. Apparemment, on a envoyé le message. C'est quelqu'un d'autre qui répondait en disant que non, c'est pas son numéro. Voilà, le bon est à l'antenne. Monsieur Ndobo, en chef, Monsieur Ndobo, rédacteur en chef. Bonsoir. En vous écoutant très bien, vous dites quelle pourrait être votre position en tant que leader du syndicat dans le cas où l'employeur piétinerait les droits de l'employé. Étienne de Biémassi. Non, je l'ai dit et répété. Au-delà de du manque d'information
et d'information en termes d'éducation des syndiqués et d'information. Parce que figurez-vous, en regardant un certain nombre de situations de près, parfois le syndicat n'est pas informé par l'employé. Et les situations arrivent à un niveau où le syndicat veut rattraper un coup quand c'est compliqué. Mais si véritablement les droits de l'employé... Si quelqu'un est journaliste et n'est pas adhérent dans votre syndicat, est-ce que vous devenez la même personne? Comment vous défendez quelqu'un qui n'adhère pas à sa défense? Vous savez, c'est ça le véritable uniquement problème. vous occuper des gens Pas qui sont seulement, bons membres. plein de journalistes ont reçu le soutien du syndicat sans être syndiqués. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Mais je voudrais dire, pour répondre un peu plus précisément, s'il est avéré que les droits, nonobstant le cadre légal, la convention collective, il y a d'abord une tentative de rapprochement avec le patron, parce que vaut mieux, en tout état de cause, un mauvais arrangement qu'un très bon procès. Les situations conflictuelles ne profitent à personne, mais il faut avoir la bonne information, il faut avoir le cadre légal avec soi. Voilà. Bonsoir le panel, très belle émission. Je voulais demander à notre éditorialiste quelles sont les frustrations que les éditorialistes subissent de la part du gouvernement. C'est Chiwasi depuis Maroua. Eh bien, je ne peux pas parler au nom de tout le monde, mais ce que j'observe de manière globale, c'est que les postures éditorialistes sont souvent soit pédagogiques, soit dénonciatrices. Et vous pouvez donc vous imaginer que lorsque, dans un contexte de bouillonnement comme le nôtre, il y a beaucoup d'éditoriaux qui dénoncent, ça peut ne pas arranger. Maintenant, je n'ai pas moi personnellement vécu des interpellations directes, mais il y a quelques confrères qui se font quand même, qui se voient être indexés de parti pris, simplement parce que la production éditoriale a peut-être tensé un peu trop une partie. Ça peut être par le biais de l'administration, le gouvernement ou le parti au pouvoir, comme ça peut être aussi de l'opposition. L'opposition se plaint aussi, en tout cas, certains cas de l'opposition se plaignent parfois aussi d'avoir des sorties éditoriales qui rendent de manière assez critique leur activité et parfois pointent du doigt la démarche qui est la leur comme étant celle qui justement ne permet pas des avancées dans notre pays. C'est un plaisir de t'avoir sur Polémique ce soir, Christian. Pour moi, c'est un devoir, mon cher, parce que d'abord, en tant qu'ami, j'ai dit, c'est difficile pour moi souvent de me produire dans des shows qui parlent de toi-même. On aime avoir les autres en face dans ce genre de situation. Bon, quand on a un frère qui essaie dans notre environnement médiatique assez compliqué, difficile, de donner un ton qualitatif à un programme, quand on peut apporter sa contribution, on le fait avec beaucoup de plaisir. Voilà. It was a pleasure having you on this program, and I want to say thank you to our technical crew. They helped us in producing this program this day. We had Idris behind the cameras and Smith who directed the program. From us to you, it's bye-bye. Next time.